Stéphane Kovacs, ce qu'il aimait chez moi, c'est en volume de course. Et c'était quelqu'un d'emblématique, d'une culture générale extraordinaire. Et c'est un homme qui méritait d'être rencontré et connu. Donc, quand il me demandait d'aller lui chercher un petit verre de cognac, j'allais lui chercher son petit verre de cognac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Il est des destins qui s'écrivent dans le marbre d'un stade avant même d'y fouler la pelouse. Celui de notre légende commence à l'ombre du parc Lescure, dans ce quartier où il grandit en tapant dans un ballon sur un petit terrain de handball, son frère André à ses côtés. En terre bordelaise, on sait qu'une vigne ne donne ses meilleurs fruits que lorsque ses racines plongent profondément dans le sol. Les racines de notre légende, elles, s'enfoncent loin. Son père, René, était un homme extraordinaire, résistant pendant la guerre, l'un des premiers à rejoindre la première division française libre, quitte à mettre sa carrière de joueur en parenthèse. Il est quand même champion de France avec les Girondins en 1950 et transmet à ses fils bien plus qu'une passion pour le football. Il leur transmet des valeurs, un courage, une exigence. Notre légende le suit aux entraînements au stade du Jard, observe, absorbe et rêve de marcher dans ses pas. Mais nul n'est prophète en son pays, malgré des exploits en Gambardella, les Girondins ne veulent pas de lui. Alors, l'été où l'homme pose les pieds sur la Lune, il part à Angoulême, où il explose, 25 buts, une quatrième place en première division, un but en Coupe d'Europe et même un petit rappel au bon souvenir des Bordelais en inscrivant le but de la victoire au Parc Lescure à 4 minutes de la fin. Une manière élégante de dire « vous auriez peut-être dû me garder ». 2 ans plus tard, notre légende revient enfin à la maison, 6 saisons au service du club de son père, de son enfance, de son quartier, et surtout en 74 à Bruxelles, la consécration, sa première sélection en équipe de France A. Ce soir-là, lui et son papa deviennent les tout premiers père et fils à avoir porté tour à tour le maillot bleu. Plus de 500 matchs, 119 buts, 7 sélections en bleu, puis une carrière de formateur à la DTN où il transmettra à son tour des U17 au U20 en guidant notamment les Loris, Gourcuff et Diaby vers le titre européen en 2005. Transmettre, le mot qui résume peut-être le mieux la vie de notre légende. Ce qu'il a reçu de René, il l'a donné au football français. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean Galis, bien entendu. Jean, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des légendes qui va bien sentir les années 70 avec une série d'anecdotes sur une période que nous ne connaissons pas très bien. Installe-toi bien, Jean. Je suis certain que tu vas nous raconter des histoires surprenantes. C'est pas impossible. Bonjour Jean, bienvenue sur le podcast des légendes. Comment a commencé pour toi la passion du football? Et à l'évidence, en ayant, un père, footballeur professionnel, c'est difficile de se désintéresser de cette spécialité. Deuxième chose, le fait d'habiter, à côté d'un grand stade où, se déroulaient plein d'événements sportifs m'a incité à pratiquer pas mal de disciplines sportives, c'est-à-dire, de l'athlétisme, en même temps du saut à la perche, enfin plein de choses qui, sur le plan psychomoteur, peuvent être intéressantes pour la suite. Le quartier, juste après la guerre, évidemment, il y avait pas mal de gamins. On était enclin, grâce à cette proximité, à faire, pas mal de sport et notamment, du football. Et le football que tu pratiques, il est avant tout avec les copains après l'école ou déjà en club assez rapidement? C'est-à-dire qu'à l'époque, les clubs étaient pas très organisés et donc je jouais dans un patronage dans la rue Moneira, là, à l'église, Saint-Victor. Donc on n'avait aucun entraînement, on allait jouer juste le dimanche. Mais enfin bon, la plus grosse difficulté, c'était de regagner, les terrains à bicyclette, surtout en plein hiver, des fois à 10-12 kilomètres. Et donc on a appris à jouer au foot, à la dure, avec des douches qui n'étaient, en définitive que des tonneaux remplis d'eau. Et donc on arrivait à la maison, bon, avec une grosse faim et une envie de se réchauffer. Et est-ce que tu te rends compte assez rapidement que tu as un petit truc en plus par rapport aux autres, que tu es meilleur? C'est-à-dire que j'arrivais des fois à faire 2 matchs le dimanche. Je jouais dans ma catégorie, puis j'étais surclassé
dans la catégorie minime. Donc mon père a mis le haut là parce que physiquement, c'était pas terrible. Une grosse fatigue au moment de la croissance. Donc par la suite, j'ai joué dans ma catégorie avant de rejoindre ensuite le Stade Bordelais Université Club, vers l'âge de 14 ans. Au départ, c'était un patronage, c'est ça, Jean? Le départ, oui, c'était le patronage, ça s'appelait Arlac Sport. Donc on avait la bénédiction pour gagner les matchs tous les dimanches. Et ça marchait alors? Non, parce que l'une des rares fois où j'ai essayé de prier avant, un match de football, on en a pris 5. Alors je me suis dit, «Bon, on va arrêter ça et il faut compter sur d'autres choses que Ouais. sur la prière». Peut-être le camp d'en face avait prié un peu plus fort. Mais, je pense pas puisque c'était des clubs de la rive droite de Bordeaux, D'accord. des quartiers ouvriers, ils Plutôt communiste. plutôt avaient le bras levé qu'avaient les 2 mains jointes. Et quel était ton poste au départ justement dans le patronage ou quand tu rejoins le club de Bordeaux? C'est quoi le Stade Bordelais? C'est quoi Ouais, ton j'ai poste? toujours joué attaquant, donc à l'époque, on pratiquait surtout le WM, donc 2 ailiers et un attaquant central, et donc j'ai fait toute ma jeunesse en numéro 9 là. Alors que mon frère, qui était plus costaud que moi, était plutôt, milieu de terrain. Alors justement, ton frère, qui est malheureusement décédé depuis quelques années, vous avez souvent joué en club. Est-ce que vous étiez complices? Est-ce que vous étiez compétiteurs? Vous vous tiriez la bourre? C'était quoi exactement vos relations quand vous étiez un peu plus jeune, quand vous jouiez au foot ensemble? Mais, quand on était un peu plus jeune, ça a été des fois conflictuel, donc une anecdote, il avait gagné le championnat de France, cadet avec les cadets du Sud-Ouest et en rentrant, j'étais, encore endormi, il m'a fait sentir son maillot avec lequel il avait gagné la coupe de France. D'ailleurs, c'était en levée de rideau du match où le général de Gaulle a reçu le ballon dans la tribune et donc je me souviens plus trop la date, mais en cherchant la finale, je sais qu'il y avait Sochaux dedans, vous retrouverez la date, si vous D'accord, on retrouvera ça. On demandera à Alexandra, notre stagiaire, de s'en charger. Et ton papa, dans quelle mesure est-ce qu'il est impliqué dans votre développement en tant que footballeur? Est-ce qu'il suit ça un petit peu de loin? Est-ce qu'il suit ça un peu plus de près? Il vous donne des conseils? Comment ça se passe? Non, non, il venait rarement nous voir, bon, il savait qu'on on jouait, qu'on était bien dans nos pompes. Il a pas insisté trop souvent. Il est venu nous voir uniquement dans la période où, on a fait la Gambardella, alors qu'on avait une équipe première qui était en division d'honneur ou même promotion d'honneur et on avait fini demi-finaliste quand même de la Gambardella. Donc on avait une équipe, junior, costaud et là, il est venu, 2-3 fois nous voir, notamment en déplacement. Tu disais que tu faisais également d'autres sports en parallèle, potentiellement. À ce moment-là, quand tu fais finaliste, pardon, Demi-finaliste. de la, Gambardella, est-ce que tu faisais d'autres sports ou c'était là pour le coup, seulement focus, football? On se calquait sur ce qui se passait au stade, hein. S'il y avait le Tour de France, on faisait le tour de tout le grand stade, en passant par les boulevards et tout ça. Donc c'était des étapes chaque jour et on se défonçait à vélo pour arriver le premier. Donc on faisait 10-15 tours. On allait sur les boulevards, on déboulait, dans le flot des voitures, c'était pas grave. Et après, au niveau de l'athlétisme, il y avait 2 clubs de Bordeaux qui s'entraînaient pratiquement tous les soirs. Donc il y avait la SPTT de Bordeaux et le club athlétique, municipal avec, Roger Grange. Ensuite au niveau de la SPTT, c'était les Noireaux. Donc il y avait pas mal d'internationaux, sur 400-800 mètres et là, ils nous faisaient découvrir un peu tout, la perche, les haies, pensant bien nous récupérer comme licenciés, au niveau de l'athlé, voilà. Ah d'accord, il y avait une idée derrière la tête, Et des, oui, oui, mmh. parce que bon, on avait quand même quelques qualités, à force de jouer tous les jours ensemble, on avait acquis quand même une, certaine endurance. On était pas trop mal tous coordonnés, on était capable de passer à travers les grilles du stade, parce que la tête passait en premier, donc on disait: «Le corps va passer». Donc ça nous permettait d'aller voir les arrivées du Tour de France, au Lido Nice.
Donc on était imprégné d'une certaine, culture sportive et en plus, bon, on fréquentait le même patronage où on faisait du chant choral, du théâtre. On avait des activités, Diverses. importantes et variées. On n'avait pas de portable, alors c'est pour ça que, je me débrouille pas trop avec, les nouveaux appareils. D'accord. On a réussi à t'avoir sur le Zoom, hein, donc c'est déjà pas mal. Donc à 19 ans, tu es, buteur en division d'honneur, avec le Stade Bordelais. Tu marques plein de buts, en coupe Gambardella. Donc comme tu disais, vous perdez en demi-finale, je crois que c'est contre Martigues. Ah, tout à Hem fait. et quelques jours plus tard, vous remportez la coupe, Thierry, contre Pauillac, je crois. À Bordeaux, enlever le rideau, ouais, contre Contre Pauillac. contre Pauillac. Tu marques 4 buts et pourtant les Girondins ne te font pas d'offre. C'est-à-dire, bon, il y avait quand même, enfin l'antécédent, c'est-à-dire que mon père, ne voulait pas absolument que j'aille, aux Girondins, de façon de manière, gratuite. Donc, il m'avait proposé une somme dérisoire. J'étais en première année de fac en STAPS. J'avais loupé les IPES, c'est-à-dire les bourses, d'avoir à peu près 1 000 francs par mois. Et donc, comme on avait joué en levée de rideau cette finale de la coupe du Sud-Ouest de Saint-Étienne-Angoulême, l'équipe d'Angoulême m'avait, plus ou moins repéré et c'est comme ça que je suis parti à Angoulême avec l'équivalent des IPES, c'est-à-dire, un contrat de stagiaire pro à 1 000 francs par mois avec, uniquement l'obligation d'aller m'entraîner, pendant les vacances. C'est-à-dire j'y mettais jamais les pieds, à part les matchs et les périodes de vacances. Et tu continuais tes études, à la faculté pendant ce temps-là? J'ai fait ma Quand j'étais à Angoulême, 2e et 3e année de fac. Comme en 4e année, c'était l'année du CAPES et que bon, la fac, c'était à Bordeaux, je pensais que venir à Bordeaux à ce moment-là, c'était intéressant. Et donc ça veut dire que tu te prédestinais à être, professeur, de sport? Ouais, prof de PS, ouais, Ouais. c'est ce que j'avais prévu, oui, au départ. Et le foot, c'était le plan B ou c'était l'inverse? Comment tu Et voyais, ce moment-là? non, c'est-à-dire étant donné, que j'avais pas obligation d'y être toutes les semaines, à l'entraînement, j'allais que les vacances. Donc je baignais dans le milieu étudiant et donc je participais aux matchs de la des facs, au championnat interfac et je faisais ça, disons, ça me plaisait, mais bon, j'étais pas imprégné, à mort pour le foot professionnel. Ah oui, C'est-à-dire, je d'accord. suis bien incapable, comme, Giresse ou Lacombe, de vous citer, tous les matchs que j'ai faits. Je m'en souviens de quelques-uns, mais, disons que j'étais pas passionné, Ouais, par le sport à ce moment-là. passionné. Chaque fois, je me disais: «Bon, il y aura l'après, il faut bien préparer son avenir» et ainsi de suite. Et c'était ça venait de toi ou de ta famille, cette histoire de préparer l'avenir et de pas nécessairement considérer le foot comme une solution? C'est-à-dire que j'avais fait un match d'essai à Angoulême, mon père pour une fois était venu et puis il m'avait dit: «Bon, je pense Jean là que c'est bon, que ça va passer, que tu as le niveau là». On avait joué un match amical contre le Red Star. Il m'a dit: «Je pense que tu as le niveau». Alors comme sa parole, elle était bénite, je me suis dit: «Bon, si j'ai déjà le niveau en faisant que ce que je fais, bon, on va continuer, on va continuer». Alors, on a l'impression que tu es un peu dilettante. Est-ce que c'est parce que tu te laisses porter par les événements? Est-ce que c'est parce que tu es pas complètement passionné, mais que tu es doué? C'est quoi exactement, l'état d'esprit de Jean Galis à ce moment-là, en Et 68-69? c'était l'état d'esprit d'un étudiant qui fait 68, hein, c'est tout, hein. D'accord. Ah oui, C'est-à-dire, bah, c'est vrai que c'était bon, dans une période, et charnière, hein. oui, oui, je vous dirai pas de quel bord j'étais, mais donc c'était un peu l'insouciance, se déplacer, bon, celui qui avait une bagnole, bon, c'était encore mieux, on allait à droite à gauche, c'était la liberté. On sortait quand même d'un contexte où, c'était assez étriqué, serré, par la discipline et là, bon, c'était une façon de le foot, c'était pour moi m'évader des contraintes matérielles
et des contraintes sociales. En fait, on a l'impression que théoriquement, c'est un peu une déception que tu pas signé à Bordeaux immédiatement, mais finalement pour toi, c'était plutôt une bouffée d'air frais d'être un peu éloigné de l'endroit où tu as grandi? Oui, oui, bon, ben, c'était une façon de s'émanciper. Ça me permettait, de partir de chez moi à l'âge de 20 ans, d'avoir mon appartement, ma voiture, de pouvoir, régler ma vie tout en sachant que, je pouvais pas faire n'importe quoi puisque pour jouer en D1, il faut quand même une certaine, forme physique et j'avais pas envie de bouger la mèche par les 2 bouts, là. Donc c'était en même temps liberté, indépendance par rapport aux parents et possibilité de se former à la vie, soit par le foot, soit par la vie sociale, étudiante. Comment ça se passe justement au fur et à mesure ton intégration, à Angoulême et au club? Tu commences, plutôt comme un jeune et puis au fur et à mesure tu montes les échelons. Comment ça se passe? Le football à l'époque, c'était le Moyen Âge, hein. C'est-à-dire en termes scientifiques et d'entraînement, c'était, cours ou crève, mais enfin bon, il y avait pas d'individualisation, il y avait pas grand-chose et le club, comme c'était un club qui montait de D2, qui avait des structures pas trop professionnelles, il y avait pas de centre de formation, il y avait qu'une DH. Dès que Yvon Goujon m'a demandé de jouer à Ajaccio, pour mon premier match, si vous voulez, au repas, bon, on avait quand même du vin rouge et donc il y a un des joueurs que tout le monde l'appelait Simplet, je ne dirai pas qui c'est et je me suis permis de lui dire: Simplet, passe-moi le vin s'il te plaît». Et là, j'ai vu qu'il remplissait son verre et je me suis dit: «Je vais me le prendre sur la tronche» et effectivement, j'ai eu le temps de me baisser et c'est le crépi blanc qui a pris le Ah, donc si je me suis jamais embarrassé de me dire: «Je suis déplacé». Dans ce contexte-là, et dès que j'ai joué, bon, 1er match, j'ai été pas mal. 2e match, 1er ballon touché de première minute contre Nantes, champion de France, je marque. Alors j'ai dit: «Bon, mais ça y est, j'ai une étoile pour moi et ça devrait perdurer». Donc tu montes assez vite les échelons, professionnels quelque part de Ouais, d'Angoulême à ce moment. c'est-à-dire bon, aussi au niveau des jeunes, il y avait pas la concurrence de maintenant. Donc je me retrouve international espoir au mois d'octobre ou novembre, là. Je me souviens plus trop, là, c'était un match en Espagne. Au bout de 10 minutes, on était mené 3-0, je me disais: «Pour un premier match, c'est bien». On jouait à Saint-Sébastien, le terrain avait été arrosé à mort et donc on finit 3-2 même en ayant eu la possibilité d'égaliser donc tout était bien, 1re sélection, des buts après le 1er but contre, Nantes, j'ai récidivé à Angers, au match suivant et j'ai marqué à la 2e minute encore une. Quand tu commences à marquer des buts en équipe première, le foot, ça devient une option professionnelle ou toujours pas? Non, j'étais toujours dans mon contexte là, d'être dans ce club sympa où, personne se prenait le chou. J'avais un entraîneur, hyper sympa, Yvon Goujon, on était obligés avec mon copain Vacher, après les matchs, gagner parce qu'on avait fini 4e du championnat en plus, d'aller boire 5-6 bières. Heureusement qu'il y avait, les endroits pour déverser la bière parce qu'on rentrait à chaque fois déglingué. Donc c'était une expérience de la vie super, avec des joueurs qui avaient, un passé quand même, il y avait Grisetti, enfin il y avait pas mal de joueurs qui avaient de la grosse bouteille et comme ils me conseillaient, donc c'était vraiment, hyper amical et personne n'était jaloux de personne donc ça me convenait tout à fait. ouais, donc première saison, tu marques 13 buts, effectivement, saison avec beaucoup de succès, comme tu le dis, vous terminez 4e. Est-ce que toi, tu sens la pression de l'héritage familial ou pas du tout? C'est-à-dire, bon, tant que je dépassais pas les bornes, c'est-à-dire que je respectais les valeurs, qui m'avaient été inculquées, il y avait aucun problème, hein. Mon père a été content que je joue, à ces occasions-là, bon, il s'est quand même déplacé à Angoulême 3 ou 4 fois, pour voir ce que ça donnait. Mais, j'étais mineur puisqu'on était majeur à 21 ans et donc le contrat, c'est mon père qui l'a signé, de stagiaire pro, voilà. Et est-ce que tu jouais différemment quand il venait te voir? Non,
Non. Non, moi j'ai toujours eu un jeu, bon, quand Stefan Kovac m'a pris, bon, ce qu'il aimait chez moi, c'est mon volume de course, le fait que pour un attaquant, comme il aimait le football total, et ça je le faisais au SBUC parce que, bon, avec l'équipe qu'on avait, j'étais obligé aussi d'être au four et au moulin, heu, donc ça me dérangeait pas d'aller balayer, chasser le ballon, un peu, dans le style de Dembélé, voilà, très vaillant. Non, je rigole, hein. Non, non, mais ouais, c'est possible, mais tu as ce que la question, sous-jacente de Michel, c'est: est-ce que tu souhaitais surpasser ton père dans, Ah! le foot ou pas du tout? Ouais, bien, il y a une expression qui est assez malsaine, mais qui dit, qu'on veut tuer le père, mais globalement, j'avais mis une fois son maillot de l'équipe de France, là, quand je jouais dans le jardin avec mon conjoint, et il m'avait dit: «Bon, tu peux le garder aujourd'hui, mais il faudra que tu te le mérites par la suite». Alors c'était resté dans un coin de ma tête en me disant: «Bon, je vais plus le remettre son maillot, mais j'aurai le mien», et dès que j'ai eu 2 sélections, ça faisait une de plus que lui, donc dans mon fort intérieur, j'étais assez satisfait, ouais. C'est un peu comme Yannick Stopira, hein, qui disait un peu la même chose, son papa aussi avait eu une sélection et une fois qu'il a eu sa deuxième sélection, il s'était presque dit qu'il avait réussi sa carrière. Toi, j'imagine que c'était quand même pas à ce point-là, c'était une petite satisfaction, mais c'était pas le graal. De quoi? D'être international? D'avoir 2 sélections. Tu t'es pas dit: «Bon maintenant D'avoir je 2 peux». sélections? Non, je me disais: «Bon, si j'en ai eu 2, j'en aurai peut-être d'autres», hein. Bon, après la difficulté, c'était de jouer, j'ai joué aux Girondins, on finissait 10e, 12e, Alain Giresse avait été pris une fois, avant moi, et puis, personne ne l'avait repris après, donc moi j'étais le seul international, dans l'équipe, donc voilà, hein, ça aurait été 20 fois, 50 fois, j'aurais préféré, mais là, bon, ça a été 7 fois, bon, c'est mieux que 6 fois et moins bien que 8, voilà. C'est bien résumé. Et donc deuxième saison, tu continues à marquer des buts et à la fin de cette, donc vous jouez la coupe d'Europe, tu marques, d'ailleurs, en coupe d'Europe. Je pense, ah bah, alors j'imagine que c'est la seule fois qu'Angoulême joue la coupe d'Europe. J'ai pas vérifié mais je Si, pense que si, c'est si, assez si, probable. c'est la seule fois. C'est la D'accord. seule fois, oui, on jouait contre, Guimarães, hein, un club portugais. Ouais, vous perdez, Donc 3-0 au match aller. ouais, justement, j'y étais pas au match aller parce que j'avais des partiels, et au match retour, on mène 2-0 à la mi-temps, et donc en marquant un troisième but, ça aurait pu se faire, la qualification. Mais là, on a pris un but, au bout de 10 minutes en seconde, mi-temps, donc il fallait en marquer 5. Donc l'épopée était terminée, voilà. Ouais, vas-y Guillaume. Comment était le terrain de Angoulême, à cette époque? Le C'était Et toi qui as c'est-à-dire connu après quand même des évolutions de terrain à mon avis, assez significatives. Comment tu jugerais le terrain de Angoulême quand tu jouais là-bas? par rapport au terrain qu'on voit maintenant, c'était, un terrain de campagne, hein, au-dessus, il y avait le stade Lebon. Ils y jouaient quand ils étaient en deuxième division, mais il était pas homologué par la suite en première division. Donc on a joué sur le terrain de rugby à Chanzy, Ah, sur et le terrain de rugby? D'accord. de Chanzy, ouais, et on a inauguré l'éclairage, sur ce terrain, je crois en 70 ou 11, je me souviens plus. Donc on s'est approprié plus ou moins le terrain, mais là je vois que maintenant c'est Soyaux Angoulême Rugby qui Oui, joue continuellement sur le terrain effectivement, de c'est Champ. bien. Là, c'est-à-dire que le stade Lebon, si tu taclais le long de la ligne de touche, tu risquais de passer sous les trucs publicitaires et de fracturer une jambe sans problème. Waouh, Et c'est les tacles à l'époque, évidemment, c'est pas les trucs de chochotte qu'on voit maintenant. ah, c'est sûr que les attaquants étaient moins protégés et les défenseurs, pour avoir Oui, un mais carton rouge à l'époque, fallait vraiment le vouloir. nous attaquants, on savait en mettre aussi, et il suffit de demander à Bernard Lacombe, paix à son âme, mais il a distribué quelques semelles. Ouais, c'est ce Et que toi? tous les joueurs nous Et disaient, ouais, que ouais. Bernard Lacombe était très, très teigneux. Toi, tu étais, connu aussi pour défendre Colérique, beaucoup? il était colérique. Colérique? D'accord. Et toi, c'était quoi ta technique justement pour te faire respecter des défenseurs? Et c'était d'être toujours là, dès qu'ils recevaient un ballon, de leur sauter dessus. Ah, tu faisais le reverse, Non, c'est-à-dire que tu pas faisais la même sauter chose? dessus, mais Non. j'étais au pressing,
tout le temps. Sur les têtes, comme j'avais un très bon jeu de tête, j'allais sauter, 1,85 m en hauteur, je mesure 1,70 m, donc j'avais une détente, quand même relativement intéressante. Et comme au départ, je mettais mon bras sur leur avant-bras, ça les empêchait de sauter, donc tout le monde Mmh. disait: «C'est haut, hein», ouais. Ouais, tu sautais plus haut, mais c'est parce que tu avais ta Oui. petite technique pour rabaisser les autres. Et est-ce que tu avais une technique particulière? Je sais plus quel joueur nous disait qu'il avait baissé le slip du défenseur adverse pour avoir un petit peu d'avance. Est-ce que tu as fait des petits trucs comme ça? Non, 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 d'accord, jamais, jamais. d'accord, donc tu étais quand même relativement propre. Non, mais c'est-à-dire, de même dans le jeu, je me souviens pas avoir tiré un maillot ou par contre, avoir, distribué des tacles, pour faire mal, oui, notamment à Roger Jouve de Nice là, il m'avait bien assaisonné et j'ai attendu, le match retour et là je lui ai donné le compte. D'accord, la vengeance est un plat Donc qui la se mange vengeance, froid. c'est un plat qui se mange froid, ouais. Ouais. Mmh. Et c'était quoi ta spécialité? C'était les tacles? C'était la petite béquille par derrière avant l'accélération? C'était quoi la touche Jean Galis? Non, ce que je faisais, c'est je faisais visiter le terrain à celui qui me marquait parce qu'à l'époque, bon, c'était souvent de l'individuel, Ouais. donc je me donnais les 10 premières minutes pour faire des appels dans tous les sens, vers la profondeur, en À appui, droite, à gauche. sur les côtés, plonger et quand je voyais qu'il commençait à tirer la langue, alors là, je sollicitais le ballon vraiment pour pouvoir l'avoir dans de bonnes conditions. OK. Ouais, Guillaume faisait un peu pareil, mais dans le vestiaire. Il a jamais compris pourquoi ça marchait pas. Non, mais c'est Qui a fait intéressant, ça mais dans le personne me vestiaire? donnait quand même la balle. Guillaume. Ouais. Ah oui. Et donc, deuxième saison, tu marques une bonne dizaine de buts, tu confirmes. L'équipe performe un peu moins bien. Je pense elle était peut-être en surchauffe, l'année d'avant. Ouais, peut-être. Vous terminez 16e, donc vous arrivez quand même à vous maintenir et là tu es enfin peut-être pas, mais en tout cas tu pars à Bordeaux. Quels sont tes sentiments, quand tu pars, d'Angoulême à Bordeaux? Est-ce que c'est mitigé ou c'était vraiment très heureux de revenir au bercail? Ben, c'est-à-dire, j'avais eu une proposition du Paris Saint-Germain là, puisque c'était, Philippon, et entraîneur, je pense au PSG, hein. Et comme j'étais en 4e année, Bordeaux, bon, m'avait sollicité et j'ai hésité, mais enfin je me suis dit: «Je reste avec mes copains de fac et je vais, passer le CAPES, en finissant, ma dernière année à Bordeaux». Et en tant que théoricien, des activités physiques, puisque tu es étudiant, tu étais un expert peut-être même d'une certaine façon, peut-être que tu connais même mieux que certains entraîneurs, ce genre de choses. Est-ce que tu vois les entraînements d'une façon un peu critique? Est-ce que tu vois des choses qui te choquent, des choses où tu te dis qu'il y a des améliorations qui sont possibles et cetera? Bon, ce qui m'intrigue un peu, c'est l'intelligence artificielle. Bon, mais là, il faudra que je m'y mette un peu pour voir ce que ça peut donner. Bon, déjà avec les datas, tout le monde, commence à se remettre. On peut pas juger quelqu'un uniquement sur, son nombre de courses, son ci, son ça. Tant qu'il y aura pas de machine pour, évaluer, tout ce qui est psycho, affectif, émotionnel, bon, je pense que le football, a encore, du temps, à vivre. D'accord. Pour ce qui est de l'entraînement, à Bordeaux par la suite, j'ai eu la chance et puis en faisant mes études, d'avoir, connaissance des études suédoises ou russes, sur ce qui est la préparation physique avec, Jadjorski, Astran et tout ça et donc je me suis penché assez rapidement sur l'entraînement sous forme intermittent ou sous forme d'intervalle training, savoir pourquoi l'endurance fondamentale était nécessaire, même, si le sport, ne paraît pas être une preuve d'endurance. Bon, tout ça confondu, j'avais un œil un peu critique sur, la façon d'entraîner à l'époque. D'accord. Même à Angoulême? Non, mais Angoulême, je montais jamais m'entraîner. Ah oui, c'est vrai. Juste pour les Juste matchs le et pour les départ de vacances. saison, donc c'était pour les repas d'ambiance et tout ça, c'était bien. Mais alors tu arrivais à suivre, sans entraînement? Ouais, exactement, Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire, depuis jusqu'en c'est-à-dire à l'époque 72, tu as fait oui, aucun entraînement? j'ai pas fait d'entraînement dans l'année de 69 à 71. Ah Waouh! ouais.
Et tu étais en division 1? Par contre, je faisais 35 heures de sport, à l'IREPS en variant les disciplines. J'avais quand même un match de l'universitaire le jeudi. Je faisais de la natation, de la lutte, des agrès, D'accord. de Ah qu'on d'accord, veut. non. Donc, je pense que j'avais une caisse, supérieure à ce qu'avaient Ah, les autres en s'entraînant, comme ils s'entraînaient à l'époque. Mais tu faisais pas d'entraînement spécifique foot? Ah non, non, non. Waouh! Je jouais, et en revanche, il y avait aucun entraînement où il y avait des combinaisons avec les autres joueurs, tu faisais aucune combinaison avec les autres, attaquants pendant la semaine? Tu arrivais et tu bah, jouais? bon, oui, mais c'est, des combinaisons, il y en avait pas, hein, de toute façon, la logique à l'époque, c'était, les 2 mamelles du football sont le débordage et le recentrage. C'est très béarnais ça, débordage et recentrage. Donc, si ça centrait, j'avais des ailiers pas mal, style Edom, tout ça, qui m'envoyaient des caramels devant le but et là, bon, soit je mettais le pied, soit je mettais la tête. Voilà, et on savait que dès que le ballon était perdu, bon, on se replace entre ballon et but et puis, allez, on y allait jusqu'à la récupération. Donc nous, la transition, le jeu vertical, nin on en a rien. Et tu étais connu pour ton jeu de tête très performant. Est-ce que tu t'étais entraîné de façon un peu particulière? Non, non, je sais pas, j'ai toujours aimé ça C'était de et l'instinct? je viens d'un club, dont est issu, Didier Couécou, et donc, en termes de jeu de tête, je pense, c'était une tradition zubuciste, tout le monde nous disait qu'on plongeait, là où personne n'aurait mis le pied, hein, Ouais, avec Ouais. une ouais. donc j'adorais le jeu de tête. Ouais, et tu reviens donc à Bordeaux? Non, j'y vais, Ouais, j'y vais, j'y retourne. Ça c'est j'y vais aux attends, Girondins, ouais. ouais, je vais en Girondins, voilà exactement, pour être très précis. Tu as un plan en tête à ce moment-là quand tu signes, aux Girondins? Le 1er plan comme, un journaliste avait dévoilé à l'époque, j'avais été en étant, stagiaire pro, c'est-à-dire pratiquement amateur, que j'avais coûté 25 millions de francs anciens, hein, très anciens francs, hein. Ouais, ouais, 25 ouais, millions, double ancien. plus un joueur qui avait été donné à Angoulême, que je gagnais, il avait mis la somme et tout. Enfin, il avait calculé qu'en les 4 ans où j'avais signé, j'allais coûter 52 millions aux Girondins. Donc, je vous dis pas, le jour où c'est paru dans le journal, j'étais en 4e année et tous les gars qui étaient en études avec moi, ils sont tombés un peu de cul, sachant que je gagnais à peu près, 7 500 € par mois, donc ça a été dur pour moi après de jouer de façon sereine, sachant que j'étais trop payé. Donc j'ai eu la force morale de surmonter ça, Mmh. parce que Bordeaux, c'est un petit village et j'avais prêté 20 centimes à une étudiante pour son café et comme je l'appréciais pas tellement, 1 jour après ou 2, je lui avais dit: «Oh, rends-moi mes 20 centimes» et le surlendemain, il y avait l'article dans le journal. Non! Autant dire que c'était mort avec elle. Voilà. Ah mais ça me dérangeait pas d'être mort avec elle. Et justement pour en revenir à tes études, donc on parlait un peu plus tôt de mai 68. Donc au niveau culturel, il y a quand même une grande différence, j'imagine, entre ta génération et les anciens, dans les clubs de foot. Est-ce que tu sens cette différence entre les jeunes qui veulent un peu plus de liberté, les anciens qui sont peut-être un peu plus conservateurs, et cetera? Et de quelle époque vous parlez là? Bah, que ce soit 68-72 ou même un petit peu après, j'imagine qu'il y a quand même des grosses différences, générationnelles. Mais c'est-à-dire que nous, après 68, enfin quand j'ai débuté à Angoulême, jeune, bon, on n'hésitait pas à envoyer bouler un ancien s'il nous enquiquinait. Bon, on respectait tout le monde. Quand Angoulême avait pas trop d'argent, donc quand il fallait traverser tout Paris avec les ballons d'entraînement, prendre le métro et tout ça, bon, c'est nous, les jeunes, on était de service et on rechignait pas à le faire. Mais, il Mmh. fallait pas qu'on nous marche non plus sur les pieds et nous demander n'importe quoi.
D'accord. Donc le contrat était bien senti par tout le monde et donc chacun, restait à sa place et on se respectait comme ça. Et donc première saison à Bordeaux, une saison, donc comme tu disais, où tu trouves la force morale de pas te laisser, submerger par, ces révélations d'avant-saison. Tu marques quand même 5 buts. Justement, d'où elle te vient cette force pour surmonter le début? C'est ton éducation, c'est ton caractère? Ouais, non, non, je me disais: «Bon, j'en voulais à mort à ce journaliste, hein, paix à son âme», qui s'appelait Jean Ménard et qui était de connivence donc avec le président du club, qui était pas trop d'accord pour que je vienne à l'époque à Girondins. Donc je voulais absolument leur montrer qu'ils se trompaient, que leur discours était erroné, là. Donc c'est le président des Girondins qui te savonne la planche? Beh, oui, beh, c'était le beau-père de Trio. D'accord. Ah bon? OK, très bien, intéressant. Et donc, Bordeaux, c'est pas le Bordeaux qu'on connaît, en tout cas le Bordeaux de quelques années après. C'est un Bordeaux qui termine très souvent dans le ventre mou, qui flirte parfois un petit peu avec la relégation. Toi, tu marques toujours plein de buts, notamment ta deuxième saison où tu marques énormément de buts, notamment des doublés en fin de saison. Tu as été international, espoir. Et en 74, tu es appelé en équipe de France. Comment est-ce que tu l'apprends, cette première sélection? Mais sincèrement, je peux vous dire que je m'en souviens pas. D'accord. Comme moi avec la mienne, impossible de m'en souvenir. Elles sont pareilles, Non, on est non, vraiment dans le non, même. de toute façon, à l'époque, les clubs il y avait pas les moyens de communication de maintenant, hein. Donc je pense que je l'ai appris sur le journal et personne s'est précipité au club pour me dire que j'étais international. D'autant que j'avais Didier Couécou m'avait dit: «Mets dans ton contrat que si tu es international, on t'augmente le salaire de temps». Donc je l'avais fait mettre comme ça à tout hasard, ça n'arrivera jamais et là donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas prévenu. D'accord. Je pensais que ça allait passer, Oui, et rester secret, ouais. donc heu, donc voilà, par les journaux, par la presse qu'on apprenait ou la radio. Donc tu es international espoir, je crois que tu es, international militaire aussi et international peut-être universitaire, aussi. Et donc toi, tu pensais pas que ça allait arriver? Tu pensais vraiment que tu serais jamais appelé en équipe de France ou c'était plu une boutade? Non, 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 mais c'est-à-dire bon, quand tu joues en première division, être international espoir, bon, il y avait pas 36 000 joueurs qui avaient moins de 21 ans ou moins de Ouais, 23, c'était à l'époque. International universitaire, évidemment, dès qu'ils ont su que je jouais en première division, ils m'ont appelé, donc ça m'a permis de faire une tournée dans l'océan Indien, de découvrir donc Maurice, La Réunion, Madagascar, là où ma mère est née, à Madagascar et heu et ensuite en 74, au moment où j'ai été international, que, l'entraîneur de l'équipe de France militaire s'est rendu compte que je faisais mon service. Parce que j'étais sursitaire en tant qu'étudiant et donc je fais mon service qu'à 24 ans. Et c'est en me voyant la tête rasée, il m'a dit: «Mais tu es pas militaire en ce moment?» J'ai dit: «Si». Boum, allez direction le bataillon. Donc il a fallu que je monte à chaque fois faire les matchs à Paris pour faire mes matchs d'équipe de France, militaire. d'accord. Ta première sélection, c'est en Belgique, c'est Stefan, Kovacs. Donc tu disais qu'il aimait bien ton profil parce que tu attaquais évidemment, mais aussi, tu rechignais pas à défendre. Est-ce qu'il t'explique que tu vas jouer, donc ton premier match, tu rentres, vers la fin du match? 5 minutes, 5 minutes, ouais. Ouais, alors raconte-moi un petit peu cette première sélection. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Quelles sont tes impressions? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es excité? Le match, c'était au Heysel, autant que je m'en souviens et donc j'étais sur le banc de touche, à côté de Rometer là et je regardais puis je me disais: «Bon, beh, il te reste 5 minutes, il me fera pas rentrer, c'est pas grave» et puis là, il m'appelle et puis il me dit: «Allez, vas-y». Je me suis dit: «Ça y est, j'égalise papa», mais bon, que pour 5 minutes Ouais, et heu et Rometer, m'a dit: «Ouais, bon, même que 5 minutes, tu seras international, machin» et beh, merci, hein, voilà. Donc j'ai fait mes 5 minutes et puis voilà, hein, et puis j'ai attendu le suivant, j'ai été resélectionné et ainsi de suite 5 ou 6 fois d'affilée. ouais, effectivement, donc 1er match, tu remplaces Bernard Lacombe. 2e match, c'est contre la La RDA. L'Amérique de l'Est,
Voilà, exactement, donc au Parc des Princes. Bon alors raconte-nous un petit peu tes souvenirs de ce 2e match. Bah, c'est-à-dire, c'était en qualificatif du championnat d'Europe, là, donc l'Allemagne de l'Est, c'est quand même la grosse équipe, avait battu la RFA, bon, ils avaient une super équipe, je crois qu'ils avaient fini 3e au championnat du monde ou aux Jeux olympiques, je sais plus. Et donc il me fait rentrer à la mi-temps, je joue, ouais, comme d'habitude, et puis arrivé à la fin, il y a ce coup franc là, tiré par Beretta, et là, pour une fois, je me suis dit: «Bon Dieu, allez, faites-moi égaliser là», et cette fois-ci, ça marchait. Et là, donc j'ai fait une tête plongeante, j'ai égalisé, donc bon souvenir. Sauf que le lendemain, il y avait grève de la presse. Alors je me disais: «Merde, j'ai égalisé, tout ça, et le seul jour où je peux flamber, il y a pas de journaux, Personne n'était là pour le pas de mettre en journaux». par rapport à ton club, est-ce que l'équipe de France, elle semblait plus professionnelle ou moins professionnelle dans la façon de gérer, les matchs ou les Bon, entraînements? heu, disons qu'on avait un kiné toujours, attitré, ou 2, mais enfin il y avait rien de spécial à l'époque. D'accord. On pas de il y avait des médecins, tout ça, mais enfin bon, ça restait l'équivalent d'un club, hein. C'était pas la grosse armada, comme maintenant, hein. Ouais. Moi, je vois avec toutes les équipes de jeunes, on était mieux dotés, avec les équipes de jeunes là que j'ai entraînées. On avait, toujours 2 kinés, un toubib, un préparateur des gardiens, un adjoint, bon. Alors que là, Kovac, bon, il se débrouillait avec un adjoint, c'est tout, hein. Et est-ce que tu es intimidé quand tu arrives en équipe de France par les joueurs qui t'entourent, par l'entraîneur, ce Kovacs qui a quand même gagné 2 coupes des champions? Ouais, surtout Stéphane Kovac, parce que les autres, bon, je jouais contre eux, on se connaissait, hein. Ouais. Et puis, comme j'avais fait quand même pas mal de sélections espoirs, même je me disais à la fin, être espoir, c'est un désespoir, hein, puisque je les voyais tous passer à l'ERA et moi j'allais jamais. Et donc non, personne ne m'impressionnait, là, c'est-à-dire, et il y en a qui étaient sûrement meilleurs que moi, largement, mais bon, comme je jouais, ça faisait quand même, 5-6 ans que je les rencontrais, que je les ai côtoyés en équipe de France espoir, non, bah, à part Platoche, ouais, même là, on voyait que c'était quand même au-dessus du lot. Tu arrives à un moment donc Kovacs qui remplace Boulogne, donc il y a une sorte d'optimisme qui se répand sur le foot, français, enfin en tout cas au niveau de l'équipe de France, avec peut-être pas les résultats qui viennent. Non, Ce qu'on a, les joueurs de ta génération, de cette période, hein, de l'équipe de France avant 76 disent que c'est pas une énorme joie d'aller en équipe de France parce qu'il y a les résultats qui suivent pas avant Kovacs, un profil très défensif, mais qu'il y a pas une grosse joie parce que vous savez que l'équipe de France va pas être performante, qu'il y a peu de chances que vous gagniez. Est-ce que toi, tu as cette même impression que quand tu pars, à jouer en Josas, en équipe de non, France? on n'était pas joué en Josas, on allait à Clairefontaine chez Ricard, D'accord. propriété Ricard, et sinon on allait au Camp des Loges. Bof, heu, bon, on savait que, on n'était pas tellement performants au niveau international. Bon, les joueurs, il en avait essayé pas mal, donc je pense qu'il a quand même décanté pour, Hidalgo. Ouais. Ça a permis à pas mal d'être internationaux, dont moi d'ailleurs, et c'était quelqu'un d'emblématique d'une culture générale extraordinaire, et c'est un homme qui méritait d'être, rencontré et connu. Donc quand il me demandait d'aller lui chercher un petit verre de cognac, j'allais lui chercher son petit verre de cognac. D'accord, Il m'avait à la bonne puisqu'il me demandait d'aller le chercher. d'accord. Et il tu allé le chercher où? C'était tu leur as amené des bouteilles du Non, 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 il y avait c'était au la maison mère de chez Adidas, à Landersheim, d'accord, et donc là-bas, il y avait, tout ce qu'il fallait pour organiser des repas, donc il y avait des fois, il voulait un petit cognac, j'allais le d'accord, chercher au bar. d'accord. Et tu t'en prenais une petite lampée pour toi ou pas du tout? Ah non, 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 ça, par contre non. Les bières avec le coach à Angoulême, mais enfin limité quand même. Ouais, Non, 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 de toute façon on buvait pas,
l'époque, ça buvait pas énormément, hein. Ouais, Oui. Par contre, il y avait toujours du vin à table, ça c'est ouais, sûr, ouais. c'est une autre époque. À ton avis, qu'est-ce qu'il a apporté, Kovacs au foot français? Maintenant, toi qui étais à la DTN pendant Et des années. c'est-à-dire moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il connaissait tout le monde, tous les joueurs. Il était capable de décrire n'importe quel joueur qui jouait en Europe, en me disant: «Celui-là, il est comme ci, comme ça, pour le prendre, il faudra faire ci, ça». Bon, et je pense qu'il a trop renouvelé tout le monde, je sais pas. Puis après, bon, il fallait faire plaisir à Nantes, à Saint-Étienne. Moi, ce qui m'impressionnait le plus, avec l'équipe de France, c'est que j'étais le seul bordelais. Donc quelque part, j'allais me mettre en piole avec, un autre qui était le seul de son équipe aussi. Et Ouais. après, évidemment, c'est l'époque des Stéphanois, donc on était toujours ensemble, hein. Ça et les Nantais, ouais. Et tu t'entendais avec qui? C'était qui tes gars sûrs en équipe de France? J'ai fait souvent chambre avec Guillou, Jean-Marc Guillou, je l'adorais, Raymond Querizoré. J'étais plutôt avec des intellos, entre Et vous guillemets. et vous parliez politique un peu? Parce que je sais que Guillaume, il était très politique à l'époque. Bah, Curisot Oui, aussi, remarque, hein. oui, Quéru, non, non, de toute façon, Quéru, je l'avais connu en espoir, on était hyper potes, et puis Jean-Marc, bon, c'était la classe, hein. Et après, j'ai fait chambre aussi, avec le gardien de but de Strasbourg, là, Ray, là, qui était tout seul. Donc souvent, j'étais avec celui qui était tout seul. D'accord, Qui était les 2 isolés ensemble. d'accord. Ton troisième match, c'est, contre le Portugal, où la France se fait, vraiment largement dominer. Bon, le problème de ce match, c'est que ça a été le dernier à Colombes et il y avait, 25 000 Portugais, hein, on jouait au Portugal. D'accord, Ah bon, je crois que c'est là que René Charrier, finit sa carrière internationale, il ouais. était gardien de Marseille, et puis bon, on n'avait pas été bon, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, pas trop de commentaires dessus parce que c'est un match où on n'a pas été trop à la hauteur. Tu totalises 7 sélections en équipe de France. Ton dernier match, c'est ce match contre la Bulgarie, en Oui, éliminatoire de la coupe du monde de 78. Ce match très controversé, avec, Monsieur Foot, l'arbitre écossais qui a un arbitrage assez, incohérent en deuxième mi-temps. Toi qui es sur le terrain, tu joues 90 minutes. Quels sont tes souvenirs de ce match? mais le souvenir, c'est que il faisait très chaud, je pense que c'était vers le mois d'octobre, chaleur continentale là, les derniers soubresauts de l'été et la canicule. Avant le match, bon, on s'est fait prendre dans des embouteillages, donc on est arrivé un peu à la va-vite. Les maillots qu'on avait, je sais pas pourquoi, les les maillots de réserve, et puis, par rapport au match, bon, il y avait, je crois 60 personnes. J'avais en face un dénommé Vassiliev, et Hidalgo m'avait dit: «Bon, c'est un latéral, il monte, en voiture en voilà, il cavale tout le match». J'ai dit: «Bon, j'ai compris, il va falloir que je me remémore mes souvenirs au stade de Courcelles». D'autant que Jean Vion, avait décidé de prendre, Bonnef en individuel. Donc ça fait que notre flanc droit, le flanc gauche des Bulgares, il était pour nous 2. Donc j'ai passé mon temps à faire des allers-retours, dans tous les sens, et j'ai eu l'honneur d'avoir la note la plus basse de l'équipe. Voilà. Donc j'ai été un peu frustré dans le sens, j'avais respecté les consignes, et quand je me suis fait, allumer, bon, beh, ça a été allumé et ça a été la dernière fois. Ouais. Ouais, pourtant Voilà. tu joues 90 minutes dans un match compliqué et surtout, comme je disais, c'est cette espèce de légende, au niveau de l'arbitrage puisque vous l'équipe de France qui mène 2-0, à la 40e minute, vous avez déjà 2 buts d'avance et là, il y a un penalty, qui est heureusement raté. Il y a un but, qui est hors jeu. Il y a au moins 2 hors jeu sur je crois, je sais plus si c'est sur le premier ou le deuxième but. Sur le premier, ouais. Ouais et toi tu le ressens sur le terrain que Et l'arbitre est un peu, partial, on va dire? on a la rage là, hein, que surtout à la fin quand il tire le penalty qui aurait fait 3-2 là, ça a été une explosion de joie quand il l'a mis à côté, Ouais. on sentait qu'on sortait d'un traquenard, et donc je dois cette sélection, je pense, parce que bon, Hidalgo,
habitait à Blaye, donc à côté de Bordeaux. Il venait souvent voir les Girondins. Et donc sur ce match spécifique, je pense il avait pensé à moi, par rapport, aux joueurs de la Bulgarie. Ouais. Et quand il est arrivé en équipe de France, donc moi je le voyais souvent à Bordeaux, je me suis dit: «Bon, c'est bon là, je vais être international jusqu'en 2020». Et puis ça a été le premier et des derniers matchs avec Hidalgo là. Ouais. Et tu comprends sa décision de plus sélectionner après? Quand tu vois les joueurs qu'il prend après? Ouais, mais c'est-à-dire, bon, on en revient aussi au débat d'influence, hein. Ouais. Heu, Platini, bon, c'est lui qui avait pris le leadership de tout, donc en concurrence avec Rouillet, je veux dire, Ouais. avait Rouillet, donc Qui était son coéquipier à Nancy, ouais. voilà. Donc clap de fin de l'histoire. Quand tu le vois, Platini, à ma connaissance, vous avez seulement joué un match, international ensemble. Peut-être vous avez joué ensemble en espoir? Non, jamais. Non? Est-ce que Mmh. tu sens que c'est un phénomène quand tu le vois, à l'entraînement en équipe de France? Ouais, oui, bon, sans, bon, le seul truc, c'est que il aimait pas les coups, ça c'est clair, et que quand il venait à Bordeaux, on s'arrangeait à le mettre sur la piste d'athlétisme, pendant 10 minutes, comme ça. On avait pris 7-3, au match aller une année, là. Il a mis 4 buts, Waouh! dont 2 sur coup franc, sans attendre le coup de sifflet et tout ça. Et donc au retour, je pense qu'il a pas dû voir le ballon souvent. Donc et D'accord. on a gagné 2-0. Donc bilan de l'opération, 3 points perdus, à l'aller, 3 points gagnés au retour. Comme tu le disais, c'est des joutes assez rugueuses, en championnat. Est-ce que ça laisse des traces ensuite quand vous vous retrouvez en sélection ou vous arrivez à passer l'éponge? Oh non, non, c'est sur le coup, hein, c'est pendant le match, bon, on peut s'énerver un peu, mais après, bon, tout ça, c'est oublié, non. Pas D'accord, de rancœur, ni de rancune. d'accord. Tu as joué un match avec Hidalgo, 6 avec, Kovacs. Si tu devais définir un petit peu les différences entre les 2, même si effectivement un match, c'est peut-être un peu pas énormément pour juger, mais est-ce que tu arrives à voir quelles sont les différences entre les 2 sélectionneurs? Hidalgo, il était pas mal sur l'affectif, bon, Kovac aussi un petit peu, mais je pense que l'apprentissage d'Hidalgo auprès de Kovac, ça lui a servi pas mal, notamment dans la connaissance des équipes adverses et puis sur une manière d'organiser l'équipe parce qu'avec Kovac, bon, c'était à chaque fois bien pensé, réfléchi, donc on partait avec une certaine confiance quand même. Quand tu revois les images ou quand tu repenses à ce match Bulgarie-France, tu penses que l'arbitre était corrompu? Est-ce que tu penses que l'arbitre a pris peur par rapport aux 70 000 spectateurs, et à la pression du public? Qu'est-ce qui explique, d'après toi, cet, arbitrage extrêmement partial? De toute façon, et on en a vu d'autres par la suite et il y en a tout le temps, hein. Ouais, Bon, heu, il a arbitré à la maison, on dit, point final, hein. d'accord. C'est-à-dire chaque fois qu'il y avait la possibilité alors qu'il y avait quand même des fautes, hein, quand, il siffle, c'est pas mais tout ce qui était litigieux à l'époque, il y avait pas de VAR, il y avait pas de ci, il y avait pas de ça, c'est un peu comme l'arbitrage, au rugby, hein. Tant qu'ils avaient pas la vidéo aussi, l'arbitre avec les règles qu'il y a, il peut siffler de n'importe quoi et personne n'a à redire, hein. Et là, bon, un hors-jeu, il fallait vraiment que, le gars, il soit hors-jeu de 2 mètres, hein, pour, ce soit calé. Et je me rappelle, à l'occasion de ce match, Bâtonnet qui prend un ballon, il est lobé, il prend le ballon avec les 2 mains, il la pose par terre, il se replace. Ça aurait été à notre époque c'était le rouge, d'entrée. Direct. Alors Ouais, il a strictement rien eu. d'accord, Un coup d'accord. franc. Quand tu repenses à l'équipe de France, c'est quoi tes meilleurs souvenirs? Meilleur souvenir, bah, pas j'ai pas grand-chose puisque j'en ai pas fait énormément, mais les meilleurs souvenirs, c'est vrai qu'au niveau des entraînements, bon, il y avait quand même plus de qualité que dans les clubs. Donc ça permettait de voir un peu, parce que quand il y a quand même une différence entre le championnat de France et l'équipe nationale. Ouais. Niveau rythme, technicité, donc bon, c'est les souvenirs que j'en garde.
Et tu penses que tu aurais plus de sélection si Kovacs était resté? Non, mais je pense qu'on refait pas le monde, hein. Ouais. C'est passé comme ça, ils ont décidé de le remplacer par Hidalgo. Bon, on a vu que les résultats d'Hidalgo ont été quand même super, positifs, donc c'est comme les événements qui donnent raison, hein, c'est tout, hein. Voilà. Retour en club, Ouais. Mmh. donc aux Girondins de Bordeaux. Quels sont tes moments préférés de ta période, girondine? Autre, bon, mais le fait d'avoir joué quand même 6 ans au club, bon, Mmh. et après ça m'a permis de connaître des gens comme Daniel Dupeux, bon, Alain Giresse, des joueurs qui défendaient le maillot et les couleurs, D'accord. locales. C'est-à-dire qu'on était un club avec au moins, les 3/4 d'Aquitains, à chaque fois, donc il y avait quelques, éléments à rapporter, mais tout le monde était du cru, hein. Donc, c'était une façon de défendre un peu le bastion bordelais, du football qui, on le voit maintenant, Ah oui, non mais ouais, est loin de est loin d'être glorieux, sachant que le Sud-Ouest, pays de rugby, c'était quand même la seule équipe qui était au milieu d'une masse de clubs de rugby. Donc, le public attendait aussi de nous qu'on ait un engagement un peu de style, rugbystique, et d'ailleurs même à l'époque ancienne, mon père et tout ça, Bordeaux avait toujours la réputation d'être une équipe, dure et solide. est-ce que c'était ça la culture des Girondins de Bordeaux dans ces années? Beh, c'est-à-dire, la culture, bon, le club, faisait en sorte qu'on soit des locaux en majorité. Ensuite, bon, le chose particulière, c'est au niveau des vendeurs des grands châteaux, bon, ils affichaient leur château au-dessus du stade, à l'Escure, hein, enfin, stade municipal. Mais financièrement, il y a jamais eu, un soutien énorme des pinardiers bordelais, hein. Est-ce que tu gagnais bien ta vie, toi, personnellement, à ce moment-là? Alors, il y avait la presse qui disait que le coût pour le club était énorme, mais est-ce que toi, tu considérais que tu avais un Ouais, niveau de vie, conséquent? non, mais c'est-à-dire, bon, quand mon père voyait ce que je gagnais, bon, et oui, beh, et c'est machin, hein. Maintenant, quand je vois un Dembélé à 1,5 million par mois, ça fait doucement rêver et rigoler. Donc, j'ai l'impression on est dans une bulle, je sais pas quand est-ce qu'elle va péter, mais pas possible de payer aussi cher, des gens qui dépendent d'autres joueurs, hein. Ils peuvent pas jouer tout seuls. Mmh. Ouais. Donc, des salaires à 3 millions d'euros le mois, c'est indécent. Nous, nos salaires, on n'était pas dans l'indécence, on était bien payés, mais, heu, par rapport au SMIC, quoi, ça doit être, si on arrivait entre 6 et 10 fois le SMIC, à tout casser, hein, mais bon. Donc, Mais encore là, je pense qu'à cette époque-là, ils disaient aussi que vous étiez trop payés, hein. ah beh, de toute façon, on est trop payé tout le temps. Non, mais, ça dure depuis des années, Ouais. car il y a eu une inflation terrible, et les salaires, bon, et de toute façon, en rapport qualité-prix, on était moins bien payés, ça c'est sûr. Et donc ces années bordelaises, c'est là où tu joues, avec ton frère André, qui joue en défense. Raconte-nous un petit peu cette impression de jouer en famille. Et j'imagine que tu le vois pas comme un coéquipier, comme les autres? Non, mais c'est-à-dire, bon, vu qu'il était, beaucoup plus costaud que moi, donc, j'avais l'assurance qu'il me défendrait, Ouais. donc, à la sortie d'un match à Nice, bon, il était derrière moi, il s'était foutu derrière moi avec, la paire de pinces, parce que, nous on se faisait des crampons, bien changer les crampons de temps en temps, donc on avait toujours une pince avec soi, et là, il était derrière moi, il me faisait injurier et tout, et il attendait que si quelqu'un me mettait une patate, il allait en prendre une. Avec les pinces? Et ouais, pince à la main, ça fait peur, c'est tout. C'était ton petit frère, hein, c'est ça? Ouais, ouais, il avait 1 an et demi de moins que moi. Ouais. Enfin, Ah, bien sûr, 16 mois. ouais.
Et donc Bordeaux, donc comme je le disais, c'est un peu vous jouez à chaque fois le ventre mou. Toi, tu marques plein de buts. Vous avez même une année assez prolifique, mais malheureusement la défense, en prend quasiment autant. Heu et vous terminez, toujours ventre mou, un petit peu, je crois que votre Ouais, bon, meilleure place, 8 aussi, 10e. voilà, on oscillait entre 10e, 12e. Mais enfin bon, à un moment donné, tout le monde a dit: «Ah, c'est la période de la traversée du désert». Alors je sais pas comment on peut appeler la période de maintenant parce que il y a Ouais, il y a que C'est ce ça, ouais. désert. Je sais pas s'il existe quelque chose de pire que le désert, hein, parce que ouais. là, ils Ouais, y sont bien. Peut-être le désert sur une autre planète, ouais, où il y a pas ouais, oui, d'atmosphère. Donc on n'était pas bons, on coûtait pas cher, mais on s'est toujours maintenu et on a laissé le club à flot, donc C'était qui les meilleurs joueurs? de toute façon, il y avait, Daniel Chamdupeux, il y avait, Giresse, bon, on avait, Bergerot dans les buts et puis, ouais, bon, c'était des joueurs locaux, voilà, Houbet, Meigneux, tout ça, voilà. D'accord, Donc il y avait, 2-3 têtes de liste et puis après, une équipe, bon, mais assez homogène dans le d'accord. Et j'ai l'impression que toi, tu avais le cœur à gauche, et Bordeaux a cette image d'un club un petit peu bourgeois. Je vois pas comment on peut me définir de gauche. Donc non, j'ai fréquenté donc 2 villes, 2 villes bourgeoises. Lyon et Bordeaux, c'est un peu les mêmes caractéristiques, heu, donc des villes calmes, catho, enfin, bien que Lyon en ce moment soit pas trop et ma famille, bon, est assez bourgeoise aussi, elle est marseillaise, ma famille, puisque mon père est à Port-Calquier, mais a vécu à Marseille et donc j'ai pas d'idée de gauche particulière. D'accord. Mais Non, je pensais mais comme, mai 68, tout ça, je m'étais dit peut-être. ouais, non, dire, bon, mais de toute façon, politiquement, je suis pour l'équité, pour défendre les valeurs de la République et surtout, faire en sorte que l'égalité dans le traitement, pour la santé et l'éducation, existe et perdure, hein. D'accord. Donc des valeurs républicaines, hein, je rectifie. Et effectivement, il y a pas de conflit avec les valeurs, bordelaises. C'est la fin de ce premier épisode avec Jean Galis. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie dans laquelle on va aborder son passage à Lyon, Besançon-Libourne, mais aussi son passage à la DTN, son amitié avec Aimé Jacquet. Un épisode passionnant qu'on retrouvera la semaine prochaine. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec plus de 60 000 fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer, l'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou aller sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web, vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.